Mesdames et messieurs, bonsoir. Assalamu alaikum. Merci à vous tous d'avoir répondu présent à notre invitation et soyez les bienvenus dans cette demeure. Bien que sa vocation principale à cette demeure soit celle d'un lieu de culte, elle n'en demeure pas moins un lieu de rencontre et de dialogue ouvert à tous. Comme vous le savez, dans bientôt une semaine commencera le printemps de l'année 2014. Mais en décembre 2010 a débuté un autre printemps que beaucoup espéraient devenir un printemps porteur d'un climat de liberté, de justice sociale et surtout qu'il soit un printemps porteur de perspectives nouvelles pour un avenir plus rose pour toute une population allant du Maghreb jusqu'au Moyen-Orient. Aujourd'hui, après plus de 3 ans, qu'en est-il de ce printemps? Ce printemps qui a été initié au départ par un dynamisme interne et basculant ensuite dans des guerres fratricides qui ont été nourries par des interventions étrangères, qui étaient alimentées, elles, par des intérêts qui ont dépassé les acteurs qui ont initié ces mouvements populaires. Pour comprendre cette évolution et connaître les paramètres qui régissent ce printemps, la mosquée de Lausanne est heureuse d'organiser cette soirée à laquelle vous avez été tous conviés. Alors, comment cette soirée va se dérouler? À l'entrée du menu de ce soir, nous vous proposons et nous vous présenterons un documentaire sur la Tunisie, où les premières fleurs de ce printemps ont bourgeonné, et vous donnera un aperçu du goût que le fruit qui a poussé par la suite qu'il a eu. À la fin de ce documentaire, nous ferons un court entracte de 15 minutes où on vous servira le thé. Et par la suite, on reprendra avec le plat principal qui lui est constitué par la conférence qui vous sera présentée par M. Riyad Sidaoui, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale qui est basé à Genève. Il nous éclairera sur les événements qui ont marqué ce printemps arabe et nous présentera les facteurs qui ont contribué à sa mutation. La parole par la suite sera donnée à ceux qui souhaitent poser des questions à notre conférencier ou apporter peut-être un témoignage personnel en relation avec le sujet. À la fin, pour clôturer, notre imam, le cheikh Mohamed Al-Rifai, apportera un petit complément sur les événements ayant eu une interprétation religieuse dans ce printemps arabe et la référence qu'elles ont dans l'islam qui les concerne. Donc voilà, on va maintenant commencer par la projection du film. On va éteindre les lumières et bienvenue à tous. Dire dans quel contexte il a réalisé ça et ses conclusions. Monsieur Chiffet. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ça me fait plaisir de vous voir si nombreux ce soir ici. Alors donc je m'appelle Julien Schiffel et j'ai réalisé ce documentaire avec un ami espagnol qui s'appelle Guillermo Andrés, qui n'est malheureusement pas là ce soir parce qu'il habite à Valence et du coup c'est vrai que ça fait un petit peu loin quand même. C'est vrai que c'est un documentaire assez dense, mais je crois qu'il donne un bon aperçu de la situation en Tunisie actuelle et peut-être plus des 2 dernières années surtout. Donc comme vous le savez sûrement déjà, la Constitution a été adoptée, sauf erreur, le 26 janvier, à une très large majorité, par l'ANC. Alors il y a peut-être
Il y a une petite dernière précision que je voulais faire, c'est que ce film a été tourné uniquement à Tunis. C'est vrai que ça reflète vraiment la situation de la capitale et peut-être un peu moins de la campagne alentour et du reste du pays. Donc il s'agissait d'un travail personnel que j'ai pu valider ensuite comme travail académique à l'Université de Genève. Je ne vais peut-être pas prendre trop de temps pour la conférence, donc je vous propose de garder peut-être des questions pour plus tard. Moi je serai présent lors de la pause ou après la conférence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai là. Merci beaucoup. Donc voilà, la première partie est terminée. Maintenant, on va faire l'appel pour la prière de Richard, pour que nos frères et sœurs qui veulent l'accomplir. Et durant ce temps-là, c'est un autre acte qu'on considérera pour les autres qui pourront recevoir, être servis par du thé, il y a des gâteaux. Et on reprend dans 15 minutes avec M. Sidawi, et là, ça sera la conférence à proprement parler. Donc, dans 15 minutes, j'espère vous revoir aussi nombreux, que personne ne se contente uniquement de la première partie, parce que la première partie, c'était l'ordre, hein, donc la deuxième partie, c'est vraiment la conférence où c'est de l'analyse qui va être présentée, une recherche qui est approfondie par rapport à tout le printemps arabe, alors que là, on a vu uniquement la situation de la Tunisie, des témoignages, mais la réalité de ce que c'est le printemps arabe, ça sera discuté et ça sera présenté dans l'ordre de la conférence. Alors à tout à l'heure, merci. Mesdames et messieurs, on va donc reprendre notre soirée avec la conférence de M. Sidawi. Donc je vous prie et je vous demande aussi de reprendre et regagner vos places. Donc on va commencer. S'il vous plaît, messieurs, mesdames, messieurs, un peu d'attention. Je vous demande tous de reprendre vos places. On va donc commencer avec la deuxième partie pour qu'on puisse tenir les délais qu'on s'était fixés. Donc je vous présente M. Riyad Sidawi, qui est assis en face. Qui lui va traiter du sujet concernant le printemps arabe dans sa totalité, les choses dont les médias n'ont pas mis l'accent dessus, et puis comment ces printemps arabes, qui étaient initiés par un dynamisme interne, se sont transformés dans certains cas sous l'influence des interventions étrangères. Donc je vais laisser la parole à M. Sidawi et je vous retrouve après. Merci, au revoir. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Merci pour le Centre islamique de m'avoir invité. Merci pour votre présence. Ce soir, on va traiter un sujet un peu délicat qui a posé beaucoup de polémiques, c'est le printemps arabe. Puisqu'on a souvent deux thèses, en tout cas ce qui circule dans le monde arabe ou ailleurs. La première thèse, c'est qu'il y a une intervention étrangère massive. Le printemps arabe est fabriqué, notamment par les Américains, et ce pour plusieurs raisons, afin de diviser le monde arabe, refaire un deuxième, ça explique où. Deuxième thèse qui disait non, c'est un processus, un dynamisme interne et imposé par la volonté des peuples arabes qui désirent eux aussi la liberté et la démocratie. Donc deux thèses qui se contradisent. Pour moi, en tant que politologue, j'aimerais bien traiter ce sujet, le printemps arabe, le dynamisme interne et les interventions étrangères. Elle est où ce dynamisme interne?
elle est où cette intervention étrangère? Où est le faux? Où est le vrai? Afin de faire une synthèse pour ne pas être dans un camp ni dans l'autre. J'ai personnellement une typologie de ce printemps arabe, de sa révolution. J'ai 3 catégories. La première, celle qui s'inscrit parfaitement dans mon modèle théorique, et mon approche, c'est une approche des sciences politiques, je pourrais dire scientifique, afin de savoir ce qui s'est passé. La première catégorie regroupe 3 révolutions. La révolution tunisienne, la révolution égyptienne et la révolution yéménite. Deuxième catégorie de révolution des printemps arabes, celle où il y a eu une intervention étrangère massive. Parce que la première catégorie, le dynamisme interne a été bel et bien fort. Cette deuxième catégorie où il y a eu une intervention étrangère massive, celle-là, on trouve notamment la Libye, parce que la révolution finalement a été achevée par une intervention de l'OTAN, des forces armées occidentales. Deuxième pays aussi, la Syrie. On voit bien une intervention massive des services secrets. C'est vrai, grâce à la Russie et la Chine, on n'a pas eu une intervention militaire qui ont bloqué le Conseil de sécurité par l'usage du droit de veto. Donc, il y a eu une intervention massive de l'extérieur. Le nombre des djihadistes et des étrangers qui combattent en Syrie est assez important. Troisième catégorie des révolutions arabes, ce que je les appelle les révolutions négligées. Dispersez-vous, il n'y a rien à voir. On ne veut pas, dans ces pays, dire qu'il y a des révolutions. Donc je veux vous montrer 2 vidéos qui illustrent des images qu'on ne peut pas les voir dans les médias, ni occidentaux, ni dans le monde arabe. Ils sont rares les chaînes de télévision qui peuvent montrer telle image. En commençant par la révolution en Arabie Saoudite, dans la zone de l'Est, et puis le poème de Qatar, Mohammed ibn Ajami, qui lui-même a prêché la révolution. Et après, vous allez voir pourquoi j'ai choisi ces 2 vidéos. Donc, deuxième vidéo, c'est le poète qatarien Mohammed ibn Ajami qui a valorisé la révolution tunisienne. Et dans son fameux poème « Nous sommes tous la Tunisie », il a prêché la révolution aussi au Qatar. Il a dit le peuple du Qatar a le droit de vivre la liberté et la démocratie, comme le peuple tunisien. L'État, le gouvernement, le prince du Qatar lui a emprisonné à vie. On s'est mobilisé en Tunisie et ailleurs. Maintenant, il est en prison pour 15 ans, juste pour avoir publié un poème, ni plus ni moins. Or, on va voir comment le Qatar prêche la démocratie. Se prétend que c'est un pays qui prêche la démocratie et répand la démocratie dans le monde arabe. Si on peut voir le poème, s'il vous plaît. ما بكينا بن علي ولا بكينا عطرة نعتبرها لحظة بالعمر تاريخية. كلمتي الأولية محمد الغنوشي لو حسبنا خطتك ما هي الدستورية ما بكينا بن علي ولا بكينا عطرة نعتبرها لحظة بالعمر تاريخية.
دكتاتورية نظام القمع واستبداده. هل تونس عليها الثورة الشعبية عندما ما ندم منها حقير واطي والمتحيان انجحت قناعتي شخصية. تجي الثورة بدم الشعب يا سائلها ونحت انجاز الشعوب الكل نفس حية كلهم بصوت من كفنا بشلة كفة كل نصر تستبق أحداث مأساوية. رضال البلاد اللي قاعد حاكمها يحسب ان العز بالقوات الامريكيه. رضال البلاد اللي قاعد حاكمها يحسب ان العز بالقوات الامريكيه. ورضال البلاد اللي شعبها جاهل والحكومه تفتخر بطاقتها الماليه. ورضال البلاد اللي تنام مواطن مع الجنسيه وتصبح ما مع الجنسيه. وإبطال النظام القمعي المتوارث لا متى وانتوا عبيد النزعة الذاتية ولا متى والشعب ما يدري قيمة نفسه ذا ينصب ذا وراء كلها منسية. ليه ما يختار حاكم بالبلد يحكم له يتخلص من نظام السلطة الجبرية؟ علم اللي مرضي نفسه ومتعب شعبه بكره يجلس بدار واحد بكرسيه. علم اللي مرضي نفسه ومتعب شعبه بكره يجلس بدار واحد بكرسيه. لا يحسب ان الوطن باسمه واسم عياله. الوطن الشعب وامجاد الوطن شعبيه رددوا والصوت واحد للمصير الواحد. كلنا تونس توجه النخبه القمعيه. كلنا تونس توجه النخبة القمعية. الحكومات العربية ومن يحكمها كلهم بلا استثناء حرامية. السؤال اللي يؤلف فكرة المتسائل لم يجد إجابته من جهة رسمية دامها تستورد من الغرب كل أشياء. ليه ما تستورد القانون والحرية؟ ليه ما تستورد القانون والحرية؟ Pour nos amis francophones qui ne maîtrisent pas la langue arabe, ils ont le droit d'une petite traduction quand même. C'est un poème très très fort parce qu'il donne la Tunisie comme un modèle. Le titre du poème c'est « Nous sommes tous la Tunisie » et il prêche la révolution aussi dans son pays. Il dit contre son prince, celui qui vend qu'il y a les forces américaines au Qatar et se protège par ses forces, mais pourquoi pourquoi vous importez tout de l'Occident, sauf la liberté et la démocratie? Vous invitez les Rolls-Royce, les belles voitures, etc., sauf la démocratie. La grande contradiction pour moi, c'est que ces deux pays, par exemple l'Arabie Saoudite et le Qatar, dominent le monde médiatique. Ils ont beaucoup investi. Ils ont des centaines de chaînes de télévision puissantes. Al Jazeera, par exemple. On parle que Al Jazeera est une chaîne de démocratie, de liberté, mais Al Jazeera n'a pas même donné une petite information, même une petite ligne, en parlant d'un poète au Qatar qui est emprisonné pour un poème. Là, ce sont les contradictions. Or, le prince du Qatar, il disait partout, je suis le père spirituel de la révolution arabe. Le père spirituel de la révolution arabe, alors dans son pays, ou en Arabie Saoudite, on ne trouve ni du multipartisme, ni de parlement, ni de démocratie, ni de liberté d'expression, ainsi de suite. Là encore, c'est une autre contradiction. Cette contradiction, maintenant je vais parler au cœur de mon sujet. Je vais utiliser un modèle théorique, qui est un modèle théorique américain. Je suis adepte des sciences politiques américaines. Je critique souvent la politique des États-Unis d'Amérique, mais je suis adhérent aux sciences politiques américaines. Mon modèle théorique divise les causes d'une révolution à deux sortes. Il y a les facteurs lointains qui s'accumulent, il y a les facteurs directs de la révolution. Les facteurs directs, on les appelle la situation révolutionnaire. Par exemple, en Tunisie, les 4 semaines qui vont du 17 décembre jusqu'au 14 janvier, ça veut dire la chute de Ben Ali, là c'est la situation révolutionnaire, revolutionary situation. En Égypte, c'était aussi presque 4 semaines. Dans les facteurs, on va les voir par détail, dans les facteurs lointains, on peut citer pas mal. Premier facteur,
le dynamisme interne démographique. Le monde arabe a connu une explosion démographique. La croissance démographique est énorme, et nous le savons tous, quand il y a une explosion démographique, ça conduit souvent à des guerres, à des violences politiques, à des guerres à l'étranger, à des révolutions. Par exemple, les croisades, il y a ceux qui les interprètent comme une explosion démographique en Europe, donc on a besoin d'expansion, on a besoin de quitter les territoires vu cette explosion démographique.